Donc le sujet que l'on va voir aujourd'hui, c'est le traitement automatique du langage. Ah, je vais admettre des gens au fur et à mesure qu'ils arrivent. Donc, et voilà les sujets que l'on va traiter, pardon. Donc, voilà l'agenda. Donc, c'est la leçon 7. Et en fait, l'agenda est le suivant. On va voir qu'est-ce que c'est que le traitement automatique du langage. Donc, en français, vous avez l'acronyme TAL, mais je préfère qu'on utilise NLP parce que c'est ce qui est couramment utilisé. Donc, ce n'est pas la peine de retenir un autre acronyme. Ensuite, on va voir ce que c'est qu'un modèle de langage. On va voir que l'on va utiliser avec un NLP un apprentissage par transfert. Je vais vous expliquer ce que c'est. Ensuite, on va faire un modèle de classification de texte et ensuite, on va évaluer ce modèle de classification de texte. Et enfin, je vais terminer en conclusion par quelques informations intéressantes, notamment avec les modèles de langage pour tout ce qui peut être des informations du type fake news, etc. Donc, on regardera ça un petit peu à la fin de cette session. Donc, vous êtes tous en mute. Donc, si jamais vous avez des questions, je les prendrai à la fin de la session. Et donc, inscrivez-les et je répondrai à la fin de la session. C'est pour avoir un flux plus facile. Bon, c'est parti. Donc, je vais vous montrer. Donc, j'ai un problème pour aller à la page suivante. Ok, donc on va voir le traitement NLP, ce que c'est. Donc NLP, ça signifie le traitement automatique du langage naturel. Et en fait, ça permet à une machine de lire, d'écrire, de parler, tout comme nous les humains. Et c'est un modèle qui est extrêmement en vogue en ce moment, donc je vous recommande de l'étudier sérieusement. C'est un domaine multidisciplinaire qui implique la linguistique, l'informatique et l'intelligence artificielle. Donc c'est assez intéressant tous ces domaines-là. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec du traitement automatique de langage naturel? On va pouvoir faire déjà, quand vous utilisez un moteur de recherche, que ce soit Google ou Baidu pour les Chinois, vous allez utiliser de l'NLP. Donc Google est armé avec BERT, qui est un modèle de langage que l'on verra probablement dans une autre session. Et Baidu, je pense qu'ils utilisent une dérivée de BERT, mais Baidu, c'est le moteur de recherche chinois. Et ils utilisent une dérivée de BERT, je ne me rappelle plus, je crois. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle, on le verra dans quelques minutes. Voilà, donc déjà les moteurs de recherche utilisent pas mal le langage naturel. Ensuite, vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle du sentiment analysis, donc l'analyse de sentiments. Et donc, par rapport à des posts de type tweet ou de type Facebook ou que sais-je, de type de forum. Donc, vous allez pouvoir savoir par rapport à un commentaire donné s'il est positif ou négatif. Vous allez pouvoir faire de l'extraction d'informations. Donc, l'extraction d'informations, c'est par exemple, on peut faire une classification de news, de nouvelles, en type politique, sport, etc. Mais vous allez aussi pouvoir faire de la synthétisation de texte. Okay, donc, vous avez un texte qui est très long et vous allez pouvoir en faire un résumé. Donc, c'est dans ce pavé-là. Beaucoup utilisé ces derniers temps, c'est les bots, les chatbots, donc tout ce qui est questions-réponses. Donc, vous avez pas mal d'outils CRM qui sont maintenant équipés de NLP et qui vont vous permettre sur une librairie qu'ils auront un modèle de langue qu'ils auront constitué par rapport à leur métier, de vous faire des questions-réponses appropriées pour l'utilisateur. Et enfin, vous avez peut-être qu'il y en a probablement d'autres, la traduction de machine. Donc, par exemple, du chinois vers l'anglais, par exemple, ce genre de choses, mais pas mal utilisé avec le NLP.
Alors, comme je vous l'ai dit, les moteurs de recherche, en premier, ils les utilisent beaucoup, donc vous êtes certainement familier avec ça. Et donc, en fait, Google utilise BERT, et BERT, ça signifie Bidirectional Encoder Representation from Transformer. Donc, on verra cet algorithme dans une autre leçon, mais ça utilise également donc, un réseau neuronal avec un algorithme de type BERT. Ensuite, vous avez les spams. Donc, quand vous avez une messagerie, vous avez une boîte qui s'appelle spam. Et en fait, si vous utilisez Gmail ou même Yahoo, etc., tous ces systèmes de gestion d'email, ils ont ce genre de boîte qui s'appelle spam. C'est des dossiers, en fait. C'est un dossier et en fait, on va mettre dans ce dossier tous les emails indésirables. Par exemple, du style devenir riche en une semaine, ce genre de bêtises. Alors, vous avez la traduction. Donc, la traduction, Google Traduction utilise aussi NLP. Et pareil pour Baidu, Baidu Translate utilise aussi NLP. Et vous avez des logiciels que vous avez sur votre smartphone. Si c'est un iPhone, vous avez Siri. Et sinon, si c'est un Android, vous avez Google Assistant. Et ce sont des logiciels qui vont vous permettre aussi qui utilisent le NLP. Donc, par exemple, vous pouvez dire à Siri, qu'est-ce que c'est que le machine learning? Et puis, Siri va vous chercher des articles se rapportant en machine learning. Ou du style, Siri, réveille-moi à 7 heures demain matin, et puis il va automatiquement vous créer cet horaire-là. OK? Voilà. Donc, on va regarder un peu le modèle de langage. Donc, finalement, quand on parle de modèle de langage, c'est assez simple, entre guillemets. Pensez à un modèle de langage, à un modèle qui va vous permettre de prédire le mot suivant. Par exemple, I like to eat hot, et si vous êtes familier avec l'anglais, vous allez dire hot dog. Et puis, vous allez pouvoir aussi avoir ce genre de phrase, it was hot, et pareil, it was a hot day. Donc, ce genre de prédiction du prochain mot, vous l'avez également donc, dans les moteurs de recherche. C'est un peu plus sophistiqué parce que c'est plus qu'un mot. Là, vous voyez que machine learning, et vous avez case studies, application, lingo, etc., etc. Donc, vous avez plusieurs mots qui arrivent à la suite sans que vous ayez à les taper. Vous renseignez juste le début d'une phrase et le modèle de langage va essayer de vous prédire le prochain mot ou les prochains mots. Alors, comme on vous l'indique, le modèle de langage, ça vous permet de prédire le mot suivant d'une phrase. Et ce type de tâche que l'on réalise, ça s'appelle un apprentissage autosupervisé. Alors, qu'est-ce que ça signifie un apprentissage autosupervisé? Vous allez donner à votre modèle tout un corpus de texte. En anglais, on dit corpus, text corpus. Tout un corpus de texte, donc une foison de textes. Et en fait, ces textes n'ont pas du tout d'étiquette. L'algorithme va apprendre à connaître votre texte, votre syntaxe, etc. Donc, il va savoir, par exemple, si vous avez du texte en anglais, il va savoir comment une phrase se construit. Okay? Donc, il va également savoir si vous avez un modèle de langue qui a été entraîné sur un gros volume de données. Il va savoir, par exemple, que Eisenhower, c'était un président américain, ou que Macron, c'est un président français qui a visité la Maison-Blanche, par exemple. Vous voyez, ce genre de choses. Donc, il va non seulement apprendre une syntaxe de phrases, mais aussi il va apprendre un contexte aussi. Et alors, une petite parenthèse, parce qu'on a plusieurs modèles de langue de nos jours, et le dernier en date qui a fait beaucoup de bruit, c'est le GPT-3. Et ce GPT-3, en fait, il est excellent
en, en modèle de langue, mais par contre, il ne connaît rien au niveau du Covid parce qu'il a été entraîné bien avant que le Covid arrive. Ouais. Et donc, pouvez avoir ce genre de type de problème. Donc voilà, donc sachez que quand vous créez un modèle de langue, vous allez travailler sur un apprentissage auto-supervisé. C'est le modèle qui va lui-même découvrir les textes, le texte que vous avez, créer des jetons et faire ce qu'on appelle des représentations vectorielles de vos jetons. Et en fait, savoir comment ces informations se situent dans un nuage de mots, en fait. Alors, je continue. Alors, depuis 2018, on a mis en place un apprentissage par transfert au niveau de NLP. Et enfin, pas Cocorico, parce qu'il n'est pas français, il est australien, mais la personne qui a développé FastAI, la librairie FastAI, c'est un papier de recherche qu'ils ont effectué. Je vous ai donné le lien ici. Et ce papier de recherche, ça s'appelle ULM-FIT, Universal Language Model Fine-Tuning. Et le but de ce papier de recherche, c'est de dire, OK, j'ai un modèle de données, un langage un modèle language, j'ai un modèle de langage qui est énorme. Okay, par exemple, ici, vous avez un exemple qui est assez sympathique. Ce modèle de langue, il a été bâti sur Wikipédia et tous les articles Wikipédia en allemand. Donc, c'est énorme. Ça peut valoir 1 milliard de jetons. Okay. Et donc, de ce modèle-là, on va faire ce qu'on appelle du transfer learning, c'est-à-dire qu'à partir de ce modèle-là, on a déjà pas mal d'informations au sujet de la langue allemande. Okay, donc, on sait comment elle se construit syntaxiquement, etc. Et donc, admettons que je sois intéressée par classifier des tweets en allemand. Et donc, ce que je vais faire, je vais créer un mini modèle, ou ils appellent ça le Language Medium Model. Je crée un modèle de langue mini qui va en fait référencer tous les tweets écrits en allemand. Okay. Et donc, ça va vous permettre d'enrichir votre modèle source. Okay. Votre modèle source étant celui-ci. Vous allez pouvoir l'enrichir par ce sous-modèle, si vous voulez. Et une fois que ceci est fait, eh bien, vous allez pouvoir faire des tâches bien spécifiques de classification, par exemple, de tweets en allemand, de type est-ce que c'est positif, négatif, est-ce que c'est du contenu haineux ou quoi, ou qu'est-ce. Okay. Donc, cette approche du milieu que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle le transfer learning, c'est-à-dire qu'on se base sur un socle déjà très riche, et à partir de ce socle qui est presque, on pourrait dire, universel, on va pouvoir le rendre un peu plus spécifique sur un forum d'information que vous voulez que le système apprenne. Et à partir de là, vous allez pouvoir faire soit de la traduction, soit toutes les tâches que vous voulez faire. Bon, ici, vous avez un exemple de classification, mais ça peut être de la traduction, ça peut être une synthèse de texte, etc. Alors, il y a un étudiant FastAI, il y a quelques années de ça déjà, qui a travaillé pas mal, c'est un avocat, et il avait tout un corpus de données sur les lois, différents types de lois, etc. Et donc, il a utilisé cette approche-là de transfer learning, c'est-à-dire que son modèle du milieu, là, c'était en fait des articles de loi. Je crois qu'il l'avait fait en anglais, mais bon, peu importe, c'est des articles de loi. Et à partir de ça, il avait finalement un modèle bien particulier par rapport à son domaine. Et à partir de là, il a pu faire différents types de tâches NLP. Okay. Donc voilà le principe du transfer learning. Et c'est donc Jeremy Howard, celui qui a développé FastAI, et Sylvain Guger, donc Cocorico pour Sylvain Guger. C'est un Français qui travaille maintenant à Hugging Face. Et en fait, grâce à ces deux chercheurs et développeurs,
on a cette approche-là qui est extrêmement intéressante. Et depuis, cette approche-là a été utilisée par de nombreux modèles de langage. Et en effet, donc ça, c'est venu en 2018. ULM-FIT, Universal Language Training. C'est arrivé en 2018, donc c'est le papier de recherche de Jeremy Howard et Stephen Guger. Et à partir de là, il y a eu des petits. Donc, Google a fait BERT sur le même principe d'apprentissage par transfert. Et donc, de BERT, vous avez eu des sous-langages du style GPT, GPT-2. Donc là, à l'heure actuelle, comme je vous l'ai dit, Google utilise GPT-2 dans pas mal de ses approches NLP. Vous avez d'autres modèles qui ont suivi. Donc Roberta, qui est un autre. Ce domaine se développe. Le domaine NLP se développe très très rapidement. Donc c'est le statut à l'heure actuelle. Donc vous avez Roberta je vous donne les principaux. Hein. Roberta qui est aussi un modèle développé sur BERT. Vous avez un autre modèle XLNet qui a été développé sur BERT. Ah oui, et puis voilà pour Baidu. Baidu, c'est le moteur de recherche chinois. Ils utilisent Ernie, qui a été développé par un organisme de recherche à l'université de Tsinghua. Donc souvent, tous les modèles de langue que vous voyez, c'est développé par des organismes de recherche, soit académiques, soit par des sociétés comme Google ou Facebook, qui développent ce genre de modèle de langage. Alors pourquoi c'est eux qui le font? Eh bien, parce qu'ils ont beaucoup de ressources. Parce que entraîner un modèle sur Wikipédia avec 1 milliard de jetons, il vous faut beaucoup de ressources GPU. Et donc, l'avantage de l'approche transfer learning, c'est que on va récupérer un modèle entraîné et puis le cibler pour un modèle d'information plus proche de notre domaine sur lequel on travaille. Donc, par exemple, pour l'exemple que je vais donner sur le droit, vous avez cet étudiant qui a développé son modèle propre à lui. Alors, comment tout ceci s'enchaîne? Donc, ici, vous avez le fameux modèle Wikipédia, donc, qui est basé sur 1 milliard de jetons. Okay, donc, quand vous créez un modèle de langue, vous allez voir, on a une tâche de traitement de texte qui s'appelle tokenization et qui va vous créer des jetons. Et donc là, ici, avec Wikipédia 103, là, vous avez 1 milliard de jetons qui ont été constitués. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce modèle déjà entraîné et on va l'ajuster sur notre domaine. Donc, par exemple, ici, je suis sur le domaine des films. IMDb, c'est une base de données de films. Et donc, on va s'intéresser aux revues de films faites par des utilisateurs. Donc, ça peut être autre chose pour vous. Hein. Comme je vous l'ai dit, ça peut être des articles de droit, ça peut être des forums, ça peut être, que sais-je, dans votre domaine. Et puis, donc, vous avez votre propre modèle qui ne va pas réinventer la roue, puisqu'en fait, il a déjà toute une structure d'informations intéressantes, et notamment linguistique au niveau du modèle précédent. Donc là, vous allez créer votre modèle spécifique à la tâche que vous voulez faire. Et la tâche que l'on veut faire, par exemple, dans ce cas-là, c'est une classification de texte. C'est un exemple que l'on va voir aujourd'hui avec le notebook que je vous ai donné. Donc, on va utiliser une architecture qui avait été utilisée en 2018 et cette architecture s'appelle AWLSTM. C'est une architecture qui va utiliser un réseau neuronal qui s'appelle RNN, Recurrent Neural Network. Et donc, la particularité de cette architecture, c'est qu'on va en fait avoir un tampon mémoire, en fait. Donc, c'est Long Short Term Memory, LST.
LSTM, c'est Long Short-Term Memory. OK. Alors, on continue. Donc, comme je vous l'ai dit, le point de départ, le modèle maître, entre guillemets, c'est un modèle que généralement, vous n'allez pas faire parce qu'il vous faut énormément de ressources. C'est généralement des organismes de recherche qui le font pour vous, style GPT-2, style GPT-3, etc. Donc là, on a en 2018, on a cette personne, là, c'est un chercheur, Stephen Merity, qui a constitué donc un modèle de langue basé sur Wikipédia, les textes Wikipédia en anglais. Et donc, ça a produit un modèle avec 1 milliard de jetons de mots. Et ce que vous allez pouvoir faire, eh ben, c'est simplement exploiter les poids de ce modèle entraîné pour la suite de du modèle que vous voulez créer spécifique à votre domaine. Alors, le notebook, vous l'avez là, c'est le 10 NLP, donc j'espère que tout le monde peut l'avoir. Je regarde. J'ai 2 chats. Les jetons sont des mots ou signes. En fait, non. OK. Je répondrai aux questions à la fin de la session. OK. Alors, je continue. On va voir ce que c'est qu'un jeton dans la présentation, dans le notebook. OK. Donc, la structure de ce notebook 10 NLP, je vous l'ai mis je vous ai donné le lien sur mon répertoire GitHub. Donc là, qu'est-ce que l'on va faire? On va voir ce que c'est qu'un modèle de langage, language model. On va voir la tokenization, donc c'est la création de jetons. On va voir que ces jetons, eh ben, on va les transformer en du numérique parce qu'un réseau neuronal ne comprend pas du texte, il comprend que du numérique. Donc, on fait une numéricalisation, je n'aime pas tellement ce mot, mais bon, c'est comme ça, de vos jetons. Et puis ensuite, on va les charger dans un data loader. Donc là, on a un data loader spécifique pour un language model. Et puis ensuite, on va voir que pour le notebook que l'on a, on va utiliser cette architecture-là, AWD LSTM, qui est une architecture qui va vous permettre d'avoir des buffers de mémoire, en fait. Et enfin, une fois que ceci est fait, donc, on va faire une classification de texte. Donc là, vous avez la classification de texte, ça sera sur des revues de films. Et ces revues de films, elles viennent de la base de données IMDb. IMDb en français, c'est une base de données de films. Et donc, vous avez ici les revues et avec une catégorie, est-ce que c'est du binaire, c'est une classification binaire, est-ce que c'est positif ou négatif? Alors, on va voir comment se crée un modèle de langue. Alors, la première chose que vous allez devoir faire, c'est en fait la tokenisation. C'est ce qu'on appelle la tokenisation, c'est-à-dire un acte de décomposer une séquence de chaînes de caractères en morceaux, tels que des mots, des mots-clés, des phrases, des symboles et d'autres éléments, et ceci est appelé un jeton. Et les jetons deviennent l'entrée d'un autre processus comme l'analyse syntaxique, c'est l'exploration de texte. Okay. Alors, vous avez différents types de tokenisation que vous allez pouvoir faire. Les deux premiers types sont extrêmement utilisés. Donc, vous avez le word-based, et le word-based, c'est basé sur des mots, et on va diviser une phrase par rapport à ces espaces. Donc, c'est pratique pour les langues comme les nôtres, anglais, français, on a des espaces, mais pas nécessairement adéquats pour des langues telles que le chinois, par exemple, ou le japonais, où il n'y a pas d'espace dans la langue. Alors, on va voir déjà le word-based. Donc, par exemple, si vous avez cette phrase, ceci est une phrase, ça va vous donner 1, 2, 3, 4, 5 jetons. Parce qu'il y a le point, la ponctuation fera partie d'un jeton également. Donc, vous aurez ceci, un jeton, et etc., etc. Après, vous avez du sub-word-based tokenization. Donc là, c'est basé sur des sous-mots.
Et donc, c'est des divisions de mots en parties plus petites. Par exemple, si je prends occasion, en anglais occasion, eh ben, ça va vous faire ce type de sous-mot. O-C-C et S-I-O-N. Pourquoi on l'a en entier ici? Parce qu'en fait, il est souvent référencé par d'autres mots. OK? Et vous avez un autre exemple ici, smarter. Eh ben, on voit que smart, c'est un mot et ER, c'est un sous-mot. OK? Parce qu'on a friendlier, etc., etc. Et si vous faites caractère base, alors là, c'est tout à fait différent. Donc là, c'est caractère par caractère. On va traiter votre vocabulaire. OK? Donc, qu'est-ce qu'un jeton? C'est un élément d'une liste créé par le processus de tokenisation. Il peut s'agir d'un mot, d'une partie d'un mot, un sous-mot ou un seul caractère. Okay? Donc, on verra ça avec le notebook. Vous verrez là. Alors, une fois que vous avez créé vos jetons, vous allez devoir passer par un deuxième processus qui est la numéricalisation. La numéricalisation, c'est un processus de mapping de jetons à des nombres entiers. En fait, cette partie-là, elle va vous permettre au niveau de PyTorch de vous faire un tensor de nombres entiers. Okay? Car je vous le rappelle, un réseau neuronal ne prend que des tenseurs numériques. Okay? Donc là, j'ai quelqu'un qui arrive. Je vais l'admettre. Donc là, j'ai un exemple ici. Par exemple, donc, ce que l'on va faire, en fait, c'est que, et ça, c'est très important, parce qu'en fait, quand vous allez créer vos jetons, vous allez créer, en fait, ce qu'on appelle des représentations vectorielles. Et en fait, on a une taille de représentation. En anglais, on appelle ça des embeddings. Et on a une taille d'embedding qui est de 60 000. Okay? Un vocabulaire de 60 000 mots. Okay? Et donc, si jamais vous avez un nom, par exemple, admettons que ce soit un nom de famille du style, qu'est-ce que je pourrais dire, mon nom de famille, Roy, R-O-Y, et que ce nom de famille dans votre texte pour lequel on fait la tokenisation, on a fait la tokenisation, on ne le retrouve qu'une seule fois, ou voire 2 fois, ou voire 3 fois. À ce moment-là, on le rejette pour ne pas encombrer l'espace d'embeddings de mots qui sont très peu utilisés. Okay? Et donc, quand on rejette un mot, ça s'appelle out of a bag, out of a word bag. Quand on rejette un de ces mots, il aura un token, parce qu'on fait un tracé aussi. Et ce token, ça sera UNK, qui signifie en anglais unknown. Okay? Donc, tout ceci, c'est des valeurs par défaut. Généralement, gardez-les parce qu'elles sont assez bien étudiées. Je vous rappelle que Jeremy Howard, c'était aussi un chercheur, pardon. Et donc, il a pas mal étudié tous ces sujets de deep learning. Et c'est l'avantage d'avoir une librairie comme FastAI, parce que vous allez pouvoir rapidement développer du deep learning sur vos projets. Avec les meilleurs atouts et performances qui ont été réalisés dans le code de FastAI. Donc, pour revenir à la numéricalisation, donc, on va avoir une taille d'embeddings de 60 000. Et donc, en fait, on va pouvoir revoir à tout moment quel est le mapping entre votre jeton et les nombres entiers de la numéricalisation qui en a été faite. Donc là, par exemple, je prends une tokenisation qui a été faite. Donc, vous avez cette instruction-là. Je crois qu'elle est assez vieille, cette instruction. On verra dans le notebook qu'il y a autre chose qu'on peut voir. On le verra ensemble. Mais de toute façon, vous avez une tokenisation qui a été faite. Et donc, vous voyez que quand vous voyez XXXUNK, c'est FastAI qui a fait un wrapper sur votre tokenisation. Okay, donc on a XXXPad, c'est pour du padding, je reviendrai là-dessus. Et donc, vous avez le
Après, vous avez la virgule, vous avez le point, etc. OK? Donc, voilà ma tokenisation. Et si je vois la numéricalisation, vous avez le résultat en dessous. Et vous voyez, là, le chiffre 2 ici correspond à 0, 1, 2 aveux. OK? Donc, c'est comme ça que ça s'indexe à l'intérieur. Ok, donc comme je vous l'ai dit, on a fait la tokenisation, on a fait la numéricalisation. Maintenant, on va passer au data loader. Donc, on va créer pour PyTorch un data loader spécifique qui s'appelle le Language Model Data Loader. Okay. Et en fait, dans ce language Model Data Loader, vous aurez donc deux types de variables. Vous allez avoir des variables indépendantes qui est votre texte, vos tokens en fait, et vous allez avoir une variable dépendante qui va être le prochain mot. Okay. On va demander en fait à ce modèle de langue quel est le prochain mot après it is hot. Et quel est le prochain mot? Normalement, il devrait vous dire it is a hot day si vous l'avez bien entraîné. Ok. Donc, les modèles, l'architecture de modèles que l'on va utiliser, je ne vais pas trop m'y étendre parce que ça nécessite un sujet à part entière. On le regardera un petit peu dans le notebook. C'est un modèle que l'on appelle Recurrent Neural Network, et que l'on va utiliser pour notre modèle de langue. Okay. Donc, voilà la construction d'un learner. Donc, le learner, c'est de dire, ben voilà, je vais construire un modèle, un apprentissage pour mon modèle de langue. Et donc, il a besoin d'avoir des informations sur votre modèle de langue. Quel est le dataset de votre modèle de langue? Il a besoin de savoir l'architecture que vous allez utiliser, donc le RNN, là, ici. On va pouvoir utiliser de la regularization en anglais, donc du drop. Le drop, c'est vous allez le drop out, c'est vous allez en fait pour éviter que votre modèle surapprenne, vous allez supprimer quelques neurones. Et donc en fait, j'aime bien dire que vous allez créer ce qu'on appelle un brain damage, c'est-à-dire que votre modèle sera obligé d'apprendre plus précisément tout en généralisant votre modèle. Voilà. Bon, alors le mieux, c'est... Alors, voilà ce que c'est qu'un réseau neuronal Recurrent Neural Network. Pensez en fait à comme si vous aviez une for loop. Okay. Donc, vous avez votre input, c'est votre texte, là, donc the, par exemple, le premier, the, T-H-E. Le deuxième, ça va être the sky. Et puis, donc, tout ça, ça va être empilé jusqu'à avoir un output ici. Okay. Alors, le mieux, c'est que je vais aller directement au niveau du notebook. Donc, le notebook, vous l'avez dans la session chat, ok? Et le notebook s'appelle 10 NLP Y, et donc vous l'avez en premier lien dans la session chat. Alors, on va le voir ensemble. Ok. Alors, jusqu'à présent, j'utilisais Colab tout court. Donc, Colab, c'est un environnement de recherche de Google qui vous livre, il est gratuit et il vous livre une GPU. Et donc, c'est bien pratique parce que justement, on a besoin de beaucoup de ressources avec le NLP. Et donc, à un moment donné, j'en avais marre d'attendre parce que parfois, il y a des traitements qui vont durer une demi-heure. Et si vous n'êtes pas à côté de votre notebook, il risque d'y avoir un time-out et vous allez perdre ce que vous avez fait. Donc, j'ai craqué et je me suis acheté un pro. Donc, pour faire ça, si vous êtes intéressé à faire ceci, vous allez dans Help et dans Tools, vous allez dans Settings. Et puis, donc là, vous avez Colab Pro. Donc, moi, je
Et donc ici, vous avez l'opportunité d'acheter une souscription. L'avantage de ça, c'est qu'à tout moment, vous pouvez l'annuler. Ils sont assez sympas là-dessus. Vous n'avez pas besoin d'avoir quelque chose qui va être continuellement débité de votre carte de crédit. Mais voilà, donc, alors, on commence. Donc là, on va travailler sur ce notebook. Donc, ce notebook, ça fait partie de ce livre que je vous ai montré en début de session. Donc, le fameux livre, je ne sais pas si je peux le voir, celui-ci. Et ce livre-là, c'est un livre qui s'appelle Deep Learning for Coders with FastAI par PyTorch. Et donc, c'est un chapitre de ce livre que je vous présente ici et que j'ai modifié par rapport à une exploration que je voulais faire moi-même de cette approche. Donc, vous avez des librairies à installer, ok, donc, et vous avez la librairie. Donc, on vous explique ce que je vous ai expliqué juste maintenant, ce que c'est qu'un modèle de langue, ok. Et donc, ici, on fait un transfer learning. Donc là, on a un corpus qui est énorme ici avec 1 milliard de jetons. Ici, j'en ai beaucoup moins. En jetons, j'en ai 150 000 de jetons, okay, beaucoup moins qu'ici. Et par contre, maintenant, je vais pouvoir faire une classification sur ce modèle-là, basée sur ce modèle-là, avec une précision extrêmement très bonne, du style 90%, 95% de précision. OK. Donc, pour faire, donc ici, c'est le fameux Wikitext 103. Donc, en fait, quel que soit le langage modèle, rappelez-vous, un langage modèle, c'est pour de prévoir le prochain mot. OK. Donc, c'est ce qu'on vous indique ici. Ça va vous permettre d'avoir le prochain mot. Et c'est de l'apprentissage auto-supervisé. Okay, vous allez simplement donner toute une génération de textes, d'articles Wikipédia, par exemple. Vous allez le passer par un modèle de langue et celui-ci va vous constituer toute une représentation vectorielle des mots de ce vocabulaire, enfin ce vocabulaire. Alors, je vous rappelais, je vous ai parlé de tokenisation, numérisation, le data loader et le language model création. Donc, on va voir ceci ensemble. Et je vous ai rappelé que quand on fait une tokenisation, vous avez le word base, le subword base et le character base. Okay. Alors, on va voir dans ce notebook, on va voir ces deux types de tokenisation par des petits bouts d'essai, ce qu'on appelle en anglais les toy datasets. Et ensuite, on passera au lourd avec le modèle de langue qui a été construit sur la base de données IMDb. OK, donc là, pour tout ce qui est NLP, vous allez devoir utiliser cette librairie de FastAI, FastAI Text All Import. Et donc ici, tout de suite, je vais prendre une URL que FastAI a confectionnée. Cette URL, elle va télécharger votre base de données, votre jeu de données IMDb. Okay, donc, en lançant cette instruction, vous allez avoir un jeu de données qui va être installé dans ce répertoire-là. Donc là, je ne pense pas l'avoir de nouveau, non, je ne l'ai pas. Donc ici, si vous allez ici, vous avez tous les fichiers et vous aurez donc par défaut la source de vos fichiers, c'est Content. Là, je suis dans Content et vous aurez donc un sous-répertoire avec IMDb, etc. Okay, vous pouvez le voir ici, vous voyez, j'ai un sous-répertoire Content IMDb qui a été constitué. Alors, dans ce sous-répertoire, dans ce répertoire IMDb, je vais avoir d'autres répertoires. Et ces répertoires, j'ai les répertoires train, j'ai les répertoires test et j'ai les répertoires unsup. Et derrière le répertoire train, j'ai deux sous-répertoires qui vont être utilisés pour mes étiquettes. Vous avez un répertoire positif, pose et négatif. Peut-être que je peux vous montrer, je crois que j'ai
J'ai pris une copie d'écran là-dessus. Ça sera peut-être plus clair. C'est dans la classification de texte que j'ai fait. Oh non, j'ai dû faire quoi? Ah, voilà. C'est celui-ci. Si je peux vous le montrer en plus grand. Bon, là c'est un exemple que j'ai pris du web, mais ça revient. Moi, c'est IMDb, et là, vous avez test. Et sous test, vous avez les étiquettes. Neg pour les revues négatives, post pour les revues positives. Et là, dans le répertoire Train, vous avez Neg pour les revues négatives et Post pour les revues positives. Et vous avez un autre répertoire qui s'appelle Unsup et qui, en fait, n'a pas du tout été annoté. Okay, donc, je n'ai ni Neg ni Post. Et en fait, ce répertoire-là, je vais pouvoir l'utiliser pour construire mon modèle de données IMDb. Donc, pour construire mon modèle de données IMDb, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire de ce répertoire test, de ce répertoire train et de ce répertoire unsup, je vais prendre tous les fichiers texte qui sont derrière. Okay, donc, c'est ce qu'on dit ici. Get text file, je vais aller chercher tous les fichiers texte qui sont derrière. Donc, j'ai le train, j'ai le test et j'ai le unsup. OK? Et donc, à tout moment, ça c'est typique aussi de FastAI, à tout moment, vous allez pouvoir voir quel est le code derrière getTextFile. Okay, donc, si vous êtes curieux sur un code FastAI, vous regardez cette instruction-là qui va vous donner le code derrière ce getTextFile. En fait. Alors, donc là, je prends tous ces fichiers-là. Et ce qui est pas mal ici, quand vous créez un modèle de langue, c'est qu'en fait, on n'est pas intéressé à la classe. Vous voyez, j'ai deux classes binaires, négatives et positives. Quand on est sur un modèle de langue, je ne suis pas intéressée par une classification binaire. Je suis intéressée par obtenir le prochain mot. Okay, donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais construire un modèle de langue le plus vaste possible pour avoir le plus de tokens de jetons possible. Donc là, en fait, dans Train, vous avez 25 000 enregistrements. Dans Test, vous avez 25 000 enregistrements. Et dans Unsup, vous en avez 25 000 aussi. Donc, en tout, vous avez 150 000 enregistrements pour créer votre modèle de langue sur IMDb. OK, donc on reste sur du semi-supervised learning. Donc là, je vais prendre un petit exemple. Donc là, j'ai mon fichier, OK, et puis j'ai ces répertoires que je vais concaténer. Et donc maintenant, je vais me prendre un morceau de texte d'un de ces fichiers. OK, donc je vais aller chercher movie review, parce qu'en fait, les textes, c'est des revues de films. Donc, je vais prendre la première revue de film, OK, avec une taille de caractère de 75, OK. Et donc, ça vous donne la première revue. Tenchu, alors c'est un film japonais. Tenchu is in prison and sentenced to death when he survived electrocution. Donc là, on s'arrête là parce que j'ai demandé une taille de texte de 75, donc on s'arrête là. Il y a certainement une suite. Et donc, à partir de ce texte-là, ce que je vais faire, je vais effectuer ce qu'on appelle une tokenisation, c'est-à-dire qu'il faut que chaque mot, vous voyez là, on a une phrase avec un espace et chaque mot va devenir un jeton. Okay, donc, pour ceci, on crée une variable qui s'appelle specie. Et donc, je vais prendre une classe qui s'appelle Word Tokenizer. Et par défaut, ce Word Tokenizer, il est basé sur specie. Un peu plus tard, je sais que les tokenizers de plus en plus, on utilise des transformers. On aura une session sur les transformers dans 2 semaines à peu près avec GPT-2. Mais en attendant, donc, c'est aussi très courant d'avoir specie. Specie, c'est une librairie de tokenizer qui connaît bien le type de modèle de langue séparé par des espaces.
et notamment l'anglais en l'occurrence. Donc là, j'ai une variable dans laquelle je fais référence à cette classe, Work Tokenizer, et donc je vais créer une autre variable qui s'appelle tox pour token, et je vais lui dire, eh ben, tu vas utiliser, donc first, c'est du Python pour accéder à un générateur. Et donc là, je vais prendre ce qui a été généré par Specie. Donc je vais prendre mon texte que vous voyez ici, celui-ci. Et je vais lui dire, ben, tu génères un token. Et donc, une fois qu'il a ceci est fait, il va vous donner la représentation de ce token. Donc, vous voyez, vous avez, ça c'est un token. On a 260 tokens pour la phrase en question. Okay. Donc, ça c'est votre représentation sous forme de token. Et ce qui est intéressant également avec Specie, donc je rappelle, Specie, c'est une librairie de tokenisation. Et ce qui est intéressant avec Specie, c'est que vous voyez, si je prends cette phrase-là, the US dollar, $1 is $1, par exemple, et ben Specie va comprendre la structure de l'anglais, par exemple. Et par exemple, U.S, il ne va pas le traiter comme 4 tokens, il va le traiter comme un seul token. Vous voyez, US, c'est considéré comme un token. Quand vous voyez dollar, donc dollar c'est dollar, là il a bien recensé la devise, donc le signe du dollar, le 1 pour le 1. Et vous voyez ici, j'ai un chiffre décimal, il a bien recensé en tant que 1.0. Il a bien fait la distinction entre 1.0 et votre point final. OK, ici. Donc, ça, c'est une chose intéressante. Alors maintenant, ce que fait donc là, c'est le tokenizer Specie tel que vous l'avez en brut de fonderie, entre guillemets. J'exagère en disant brut de fonderie parce qu'il est quand même très sophistiqué. Mais ce que va faire FastAI, c'est qu'on va mettre quelques wrappers et ces wrappers vont nous permettre en fait de mieux gérer notre embedding size pour ne pas mettre dans nos embeddings, nos représentations vectorielles, des mots qui n'ont pas nécessairement besoin d'être. Par exemple, si je utilise par exemple, si vous avez, admettons que vous ayez when, et when c'est avec un W en majuscule. Et bien en fait, tout ce qui est majuscule, on va les mettre en minuscule, ce qui fait qu'on n'a qu'une seule référence à when, au lieu d'avoir when en minuscule et when en majuscule. Donc on fait FastAI fait des wrappers de ce style-là. Et c'est ce qu'on fait ici, tokenizer, et donc là je vais dire, je vais prendre Specie, et donc là, vous voyez, tout ce que vous voyez avec XX, ça vient de FastAI. Donc XXBOS, c'est beginning of string. XXMAJ, c'est la majuscule de Tenshu. Donc vous voyez, au lieu d'avoir Tenshu, donc là Tenshu, vous vous rappelez ma phrase Tenshu, là. Ok, donc maintenant c'est devenu XXX Mash, et par ce token-là, le modèle le language model va savoir que ça c'est un T majuscule ici, ok, etc. Et vous voyez la ponctuation, elle est conservée ici. Et vous voyez when, donc when là c'est un W majuscule, ok, je le rappelle. Vous voyez when. Et donc ici, on va référencer en tant que when et avec un XXX Mash. Ok. Alors je continue. Donc vous allez souvent, quand vous allez faire une tokenisation, vous allez avoir ce genre de tokens spéciaux que vous allez retrouver dans d'autres modèles aussi. Hein. Donc c'est une pratique que fait FastAI, mais avec BERT, vous aurez également ce genre d'informations. Donc là, on a XXXBox, c'est beginning of string. Donc à chaque fois que vous allez commencer un texte, vous aurez ça. Et à la fin du texte, vous aurez la même chose. Ça sera EOS au lieu de BOS, ça sera EOS, end of string, etc.
Vous avez des traitements que FastAI fait pour vous. Et alors, ces traitements-là, c'est par exemple, si vous avez un texte avec une URL, et ben, on va enlever peut-être l'URL, on va fixer l'HTML. Si vous avez un texte avec des mots qui se répètent, par exemple, souvent pour faire de l'emphase, on dira « Oh, it's so good ». Et vous avez le O de so qui est répété une fois, et ben on va pouvoir faire utiliser cette procédure-là, etc. OK. Donc, vous avez notamment une procédure lowercase qui va tout mettre en minuscule pour éviter de faire grossir la représentation vectorielle des embeddings. Alors, vous avez une explication ici, je ne vais pas m'y attarder, c'est assez simple et significatif. Donc, je vous donne un autre exemple de texte qui a été tokenisé et celui-ci est intéressant parce que si je prends ce texte-là et commercial copy, ça va vous donner le copyright. Vous voyez le copyright ici. Et là, vous avez donc FastAI et vous voyez qu'on a XXX match pour le F, FastAI. Et vous voyez le www, ça va vous montrer. J'ai quelqu'un en ligne. Donc, si vous voyez www là, et vous aurez XXX, le jeton XXX rep avec 3 fois la lettre W qui est affichée ici. Okay. Et puis, point, donc FastAI, c'est vu comme un seul token ici, vous voyez. Et après, vous avez un slash, ok. Et après, vous avez un index qui est en majuscule. Et donc là, on a XXX up pour avoir tout l'index en majuscule. Okay. Donc ça, c'est un exemple de ce qu'on appelle word tokenization. Maintenant, on va utiliser un autre exemple qui est de plus en plus utilisé, notamment par beaucoup de tokenizers comme celui de BERT, etc. Et on va se baser sur des subwords. Okay. Donc les subwords, on va reprendre un texte. Okay. Donc là, vous avez, on va prendre ici, plutôt qu'une seule revue de film, on va en prendre 2000. Et puis, c'est notre jeu d'essai, là, on va prendre 2000 revues de films. Et on va donc créer une fonction qui s'appelle subword. Et cette fonction, elle est simple. En fait, on va demander la taille de notre vocabulaire, SZ. Et puis, donc, on va dire, notre SP, c'est pour sentence piece. Donc là, on se base sur du sentence piece. Et on va prendre donc une classe subword tokenizer, une classe AI. On va prendre la taille du vocabulaire que vous avez mis là. Et puis, on va utiliser une petite procédure qui s'appelle setup et qui, selon la procédure que vous utilisez, donc vous voyez, ici, j'utilise du subword tokenizer. C'est du sentence piece, c'est basé sur une phrase. Donc, on va utiliser ce setup pour traiter votre demande de tokenisation par sous-mot. OK. Donc, si je montre cette représentation-là, on a toujours le même texte. OK, c'est Tenshu, vous vous rappelez. Et donc, quand je demande, je vais appeler cette fonction. Donc, je vais dire, je vais prendre le subword et je vais prendre les 1000 mon type de vocabulaire, c'est 1000. Et donc, il va vous donner ceci. Et vous voyez que là, on a donc, si je prends le sentence piece ou le subword tokenizer, vous aurez l'espace en blanc, il va être traité par un underscore, là, que vous voyez là. Oui. Là, Tenshu, vous avez un espace, mais ce n'est pas un espace, it's not a blank space. Okay. Et donc, on peut voir que parfois, il va vous voyez, comme son, il va le mettre ensemble. Def, il va le mettre ensemble, etc. Donc, selon la fréquence du mot,
il va vous mettre le mot de plus en plus à coller. Okay. Donc, si je regarde cet exemple-là, hein, ça c'est un exemple de ma fameuse phrase, la Tang Shu is in prison and sentenced to death, blablabla. Donc là, on a une autre type de tokenisation, c'est par rapport à... Excusez-moi, je vais remettre... C'est par rapport à ce subword. Donc, j'ai un autre type de... Et si je demande la longueur de ce subword-là, en termes de tokens, j'ai combien de tokens? J'en ai 139. Donc, pour une taille de vocabulaire de 1000, j'ai 139 tokens. Okay. Maintenant, je vais dire, eh ben, je vais prendre une taille de vocabulaire plus petite pour voir le nombre de tokens que ça va me générer. Donc là, je prends un vocabulaire avec 200, une taille de 200. Et vous voyez que ma taille de vocabulaire, j'ai 98 tokens qui ont été générés. Donc, plus votre vocabulaire est petit, plus le nombre de tokens va être... vous aurez plus de tokens quand votre vocabulaire est petit. Pourquoi? Parce qu'il a moins de choses à véritablement apprendre, en fait. Donc, vous voyez, là, avec 1000 j'avais son, par exemple, et là, il n'a pas pu faire la liaison SON, oui, etc. Et donc, si je continue, je dis, OK, je vais mettre maintenant 10 000 pour ma taille de vocabulaire. Et quand je fais 10 000 pour cette taille de vocabulaire, et ben, en fait, le nombre de tokens, maintenant, je suis à 194. Donc, plus votre taille de vocabulaire est grande, moins vous aurez de tokens parce qu'il comprendra mieux. Et d'ailleurs, ça se voit, on le voit mieux, là, vous voyez. A choice to have a be elect, etc., etc. Okay, donc, on voit mieux vous voyez le when ici, c'était W-H-E-N, alors qu'ici, on a when. Okay. Pareil pour he, vous voyez ici, on le voit mieux. Donc là, il apprend mieux et donc on a moins de tokens derrière. Voilà, donc là, on a vu la tokenisation, donc deux types de tokenisation par mot et par subword. Et souvent, on parle de subword en tant que sentence piece aussi. C'est une tokenisation qui a été développée par Google aussi, que vous pouvez faire. Alors maintenant, on va voir, on a fait la tokenisation. Maintenant, il faut voir que, bien sûr, il faudra mettre tous ces tokens en tant que entiers, puisqu'en fait, ils vont être logés dans un tensor PyTorch d'entier. Et donc, c'est ce que l'on va faire. Donc, je vais prendre mes tokens, là. Et puis, donc là, je vous donne la représentation sur 31 mots. Donc, vous avez ce genre de token qui est généré. Et puis, maintenant, ce que je vais pouvoir faire, je vais aller un peu plus vite. Ce que je vais pouvoir faire, c'est demander à numéricaliser ces tokens. Okay. Donc là, si je numéralise ces tokens, je reprends ma variable token, là, je lui demande de la numéricaliser, num. Et donc, il va vous donner cette liste-là, en fait. Et vous voyez quand je suis sur un tensor, là, okay, tensor text, et en fait, je suis sur un tensor de nombres entiers. Et donc, si vous voyez la lettre 2, le chiffre 2 ici, si je regarde ma tokenisation, 0, 1, 2, c'est ça, XXX boss. Okay. Si vous voyez le chiffre 8 ici, vous allez compter, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je suis à XXX maj ici. Okay. Donc voilà ce que fait la tokenisation, en fait. Elle va vous créer un index numérique par rapport à votre tokenisation ici. Okay. Voilà. Donc maintenant, on est prêt, on a fait la tokenisation, on a fait la numéricalisation. Maintenant, il faut créer un batch. Et donc, il y a quelques informations SIOX à vous livrer quand vous allez créer un batch.
Et cette information, entre guillemets, d'astuce, que quand vous allez créer un batch, vous allez devoir mettre votre batch en GPU. Et quand on travaille en GPU, il faut avoir une séquence de batch contiguë et la même. Si vous vous rappelez la première leçon qu'on avait fait ensemble sur la classification d'images, on avait des images en entrée qui étaient de différentes tailles et on avait été obligé de les retailler pour qu'elles soient à la même taille pour la GPU, parce que la GPU ne comprend pas d'avoir des tailles différentes là-dessus. Ok. Donc, on avait fait avec les images, on avait fait des crop, c'est-à-dire je retaille l'image, etc. Avec un texte, on ne peut pas faire ce genre de choses. Alors, on va voir quel type de choses, sur quoi on peut jouer pour travailler sur du texte afin d'avoir des batchs qui ont la même taille au niveau de votre GPU. Okay. Donc, j'ai ce texte. Vous voyez, stream, c'est un morceau de texte. Donc, in this chapter, we go back over. Alors, en fait, on a pris ça. In this chapter, we go back over the example of classifying a movie. Donc, vous avez ce texte et la tokenisation de ce texte, vous l'avez ici représenté. Ok, donc in, c'est en majuscule, donc xx, là c'est beginning of string, etc. Et vous avez donc cette représentation-là. Ok, et donc je vais je vais en faire des tokens. Et en fait, quand vous faites ceci, ben, vous allez pouvoir indiquer, on va créer maintenant une taille de batch. Et la taille de batch, je vais indiquer deux choses. BS, c'est le batch size, donc je vais prendre une taille de batch de 6. Et sequence length, la taille de ma séquence, je vais faire une taille de 15. Ok. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que le résultat, c'est que vous allez avoir 6 batchs ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois 15. Ok, donc vous avez en fait en tout, dans tout ça, vous avez 90 tokens. Et chaque batch a 15 tokens. Ok, donc là, vous avez 15 ici. Donc ça, c'est votre premier batch, deuxième batch, troisième batch, etc. Alright. Donc, ce qui est important à retenir, c'est que quand vous allez traiter votre texte en data loader, en batch pour la GPU, il faut que ça soit absolument du texte contigu. Okay. Donc, vous avez 6 contiguous parts de taille 15. Okay. Alors, maintenant, ça c'est un exemple joué. On va s'amuser avec cet exemple joué. Admettons que je dise, ben, finalement, ma taille de séquence, ce n'est pas 15, mais ça sera 5. Donc, si c'est 5, regardez ce que ça va faire. Je vais prendre 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est mon premier batch. Suivant, 1, 2, 3, 4, 5, mon deuxième batch, etc. Donc, voilà ce qu'on va réaliser ici. Et vous voyez ici, j'ai mon premier batch. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis dans chapter. OK, chapter. Après, je continue. Je continue. Et quand je continue, en fait, je vais continuer. Le deuxième batch va être à ce niveau-là. OK? Donc, vous aurez virgule, we will go back. OK? Donc, ce que vous voyez ici, movie reviews we study, in this chapter, movie reviews we study, c'est après ici, classifying movie review. Okay. Donc, ce que j'essaye de vous dire, c'est faites attention quand vous faites, Fascia, il le fait pour vous, donc c'est simplement pour vous dire la partie un peu obscure de ceci, c'est que quand vous faites des tailles de batch, Fascia, il va en fait créer ce genre d'informations. Donc, votre batch de 6, hein, on a 6 ici. La première ligne ici, elle va être corrélée au deuxième batch. OK? Donc, c'est ici. OK? Donc, par exemple, in this chapter,
comma, we will go back, etc. Et la deuxième ligne de ce movie reviews correspond à la deuxième ligne, de ça. Ok. Et ainsi de suite. Ok. Donc là, je vais dire, bah, tiens, je vais prendre un vocabulaire de 200 que je vais donc numéricaliser. Et donc, une fois que vous avez votre vocabulaire de numéricalisé, et ben, tout simplement, vous allez pouvoir créer votre data loader. Donc, votre data loader, il va assumer que vous avez des batchs en continu avec une séquence comme la séquence que l'on a dite ici, c'est 5 et le taille de batch, c'est 6. Alors, créer un modèle de langue, c'est très consommateur. Okay? Là, on est sur un language data loader, language model data loader. C'est très consommateur en GPU. Donc, généralement, essayez d'utiliser des tailles de batch petits. Donc, si vous avez beaucoup de ressources GPU, vous allez pouvoir aller jusqu'à... Prenez des multiples de 8 ou donc là, ou de 6. Donc là, ça peut être 12, ça peut être 256 si vous avez beaucoup de ressources en taille batch. Et pareil pour la séquence. Donc la séquence, là on a pris une petite séquence, mais généralement ça peut être du 512. La plupart des séquences dans les modèles de langue, c'est du 512. Donc ça dépend des... Voilà. Alors, je continue. Donc... Et donc, si je regarde, alors voilà, donc là, on a créé notre data loader, là, DL pour data loader. On a dit, ben, c'est un language data loader. Et donc, là, on va prendre nos tenseurs numériques de nos tokens. Donc, là, on en a ici 200. Et ce que l'on va faire, c'est que l'on va donc créer un premier batch. Donc, X, c'est notre entraînement. Y, c'est notre variable indépendante. Et Y, c'est notre variable dépendante. Et rappelez-vous, dans un language model, votre variable dépendante, c'est le prochain mot. Okay? Et donc là, je demande quelle est la taille de mes tenseurs. Et donc là, vous avez une taille de 64. Parce que par défaut, FastCI, là, c'est une instruction FastCI qui dit je vais m'amuser à traiter uniquement un seul batch. Et donc, par défaut, la taille de batch de FastCI, c'est 64. Et, la séquence, c'est 72. Okay? Donc, 64, c'est la taille du batch et 72, c'est la séquence. Sequence length. Et pareil pour Y-shape, ok, donc ça doit être similaire. Alors faites attention, des fois vous aurez des problèmes avec CUDA. CUDA, c'est tout ce qui est GPU. Et CUDA est très tatillon. Si vous avez des choses qui ne sont pas égales en termes de size, de taille, vous aurez des messages un peu bizarres. Voilà. Alors, je reviens. Donc, alors ici, ce que l'on peut voir, cette instruction-là va vous permettre de voir votre vocabulaire. Et donc là, en fait, le vocabulaire qui est du numérique, on va le transposer en token. Et donc là, je m'intéresse au premier échantillon. Et X0, c'est mon premier batch avec donc 20 tokens. Et donc là, je vois que je retrouve mes tokens, hein, is, blablabla. Quand vous voyez UNK, ça signifie qu'il a un node. Donc, ça signifie que votre jeton n'a pas été référencé au moins 3 fois dans le batch pour faire partie de bag of word, pour faire partie de votre embeddings. OK? Donc là, on est sur la variable indépendante et je vais pouvoir faire la même chose. Donc, on est sur X ici et donc là, je vais voir la variable indépendante, Y. Et donc là, ce que je peux voir, c'est la continuation de la phrase. Donc ça, c'est lui qui va vous la donner. Give him a. Et voilà. Donc, il vous donne
quand vous êtes sur Y, en fait, votre variable dépendante, il y a un offset de 1. Donc, il va vous donner ce qu'il pense être la suite de la phrase. Voilà, donc on a vu tout ce qui est traitement d'un modèle de langue. Et je reviendrai dessus là, dans 2 semaines avec un modèle de langue via les transformeurs. Mais donc, sachez que de toute façon, quel que soit le modèle de langue, il faudra absolument toujours passer par ces pré-traitements qui sont la tokenisation, la numéricalisation. Et une fois que tout ceci est numéricalisé, ben, vous allez pouvoir constituer un data loader. Et le data loader va se baser sur une architecture de type transformer si c'est des transformers. Et là, on est sur une architecture RNN, Recurrent Neural Network. Alors, maintenant, je vais... donc là, c'était pour vous montrer des exemples joués de tokenisation et numéricalisation. Et maintenant, vous rappelez mon schéma, là. Alors, je vais vous montrer. Ah, il n'y a personne qui arrive. Alors maintenant, je vais vous montrer... alors oui, je vais vous montrer un schéma. Où j'en suis. Tac. Voilà, donc en fait, je vous ai expliqué en fait comment constituer un modèle de langage par la numéricalisation et tokenisation. Alors maintenant, donc rappelez-vous, on va faire une classification de textes sur des revues de films. Et donc notre modèle de langage initial, il est basé sur Wikipédia et il ne connaît pas vraiment quelque chose au niveau des films. Il se peut qu'il y ait quelques articles sur quelques films, mais ce n'est pas suffisamment référencé pour avoir vraiment une bonne classification. Si on faisait une classification uniquement sur Wikipédia de revues de films, vous n'aurez pas de très bons résultats. En fait, le but, c'est de dire, OK, j'ai un corpus entre guillemets universel sur Wikipédia avec 1 milliard de jetons. Et je vais faire un deuxième corpus plus approprié à ce que je veux faire comme traitement NLP sur un jeu de données plus succinct par rapport à mon domaine d'expertise. Donc, par exemple, ici, par exemple, je travaille sur les films, ça sera la base de données MDB. Chez vous, ça peut être une base de données d'articles, de lois, etc. Okay. Donc, on revient sur donc là, on va faire maintenant, on va créer on va faire cette partie-là. On va faire celle-là. Je vais faire un modèle de langue pour la base de données IMDb. OK? Et ensuite, une fois que ça c'est fait, on fera un classificateur basé sur ce modèle de langue. OK? Alors, c'est parti. Donc, ici, on est dans le language model using Datablock. Donc, dans toute librairie, que ce soit PyTorch ou TensorFlow, vous aurez un bloc de données. Et donc, en fait, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer mes fichiers. Donc, vous vous rappelez, j'avais mon jeu de données IMDb. Vous avez ces fichiers-là, folder. Okay, donc, le trends, test et ainsi. Et donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un data block. OK. Et donc, je vais créer ce qu'on appelle un data loader sur un modèle de langue. Donc, je vais créer mon modèle de langue sur le jeu de données IMDb, sur le jeu de données IMDb. Donc, je vais prendre tous les textes de ce jeu de données et je vais les traiter dans mon bloc de données. Donc là, je vous ai une instruction qui s'appelle DataBlock. Je vous donne une référence FACA ici. Donc, c'est aussi pas... Rappelez-vous, sous-jacent, c'est pas le torche. Donc là, j'ai
j'ai un bloc qui s'appelle un text block. Et la particularité que je vais faire avec ce text block, c'est que je vais aller chercher les fichiers qui constituent mes fichiers de texte. Okay, donc, derrière tous ces fichiers-là, vous avez du texte. Okay. Et là, j'ai une instruction qui s'appelle isLM. On va vous demander, est-ce qu'on s'appuie sur est-ce que c'est un modèle, un language model? Et donc, je vais dire oui, c'est bien un langage modèle. Et donc, quand vous faites ça, en fait, il va se dire, si c'est un langage modèle, je vais m'appuyer sur ce que j'ai constitué auparavant. Voilà, sur ça. OK. Donc là, ça va être bâti sur ça, en fait. C'est une surcouche, si vous voulez. Alors, je reviens là-dessus, ici. Et donc, je vais chercher mes fichiers, get items. Donc, je vais chercher mes fichiers de texte ici. Je vais, donc, quand vous allez faire un data loader, vous avez besoin d'avoir deux environnements, un environnement d'entraînement et un environnement de validation. Et donc là, je vais dire, de la totalité de ces fichiers de texte, je vais prendre 90% de ces fichiers, de ces données de texte qui vont être réservées pour mon environnement d'entraînement, et j'aurai 10% qui vont être réservés pour mon environnement de validation. Donc, je donne beaucoup plus de données à l'entraînement qu'à la validation. Et donc, ici, vous allez indiquer le chemin où est-ce qu'il va trouver ces informations. Ici, vous allez indiquer la taille du batch. Donc là, on a été un peu plus, un double de 64, 128. Et puis, on a une séquence, une longueur de séquence de 80. Okay, donc voilà, là, on est en train de bâtir un modèle de langage pour la base de données MDB. Ces fichiers de texte que vous voyez là, c'est les fichiers de revue de film venant de la base de données MDB. Okay. Donc, on fait ça. Et puis, vous avez une instruction qui est très sympa. Alors, ça va prendre du temps, okay, donc cette instruction-là, parce qu'en fait, ce que l'on va faire, c'est qu'on va utiliser des procédures de performance pour stocker la tokenisation de vos documents dans un fichier temporaire. Okay. Et de ce fait, si jamais vous avez devoir le reprendre, si ce qui a été fait, ça ne sera pas repris. Donc ça, c'est intéressant d'avoir ce fichier temporaire. Et ensuite, ce que l'on fait également, c'est que l'on va traiter ce data block, là, ce language model loader en CPU, en parallèle. Okay. Donc, on va voir combien de CPU vous avez et on va générer ça en parallèle. Donc, moi, je ne me rappelle plus quand je l'avais fait, mais ça va pris au moins 30 minutes pour le faire. Okay. Voilà. Donc, une fois que ceci est fait, vous allez pouvoir montrer le contenu du data loader. Donc, vous vous rappelez, mon data loader s'appelait DLSLM. Donc là, je lui demande, montre-moi le contenu et je veux un maximum de enregistrements. Et donc, quand il vous montre le contenu, ce qui est intéressant, c'est qu'il va vous montrer deux choses. Il va vous montrer donc votre variable indépendante, texte, okay, c'est votre X, et là, vous avez votre variable Y, votre variable dépendante. Et vous pouvez voir qu'il y a une continuation. Par exemple, ici, je fais although the poster said, vous voyez, ça c'est le next word. Okay. Et là, by acting as vous voyez, c'est le prochain mot là. Okay. Donc, c'est ce que a fait le language data loader. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que, très bien, j'ai mon data loader là pour mon modèle de langue pour la base de données IMDb. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais construire un learner. Donc, un learner, je vais effectuer mon entraînement.
Et donc, vous avez une instruction qui s'appelle Learn et qui appelle le Language Model Learner, donc cette fonction. Et qu'est-ce qu'elle demande, cette fonction? Elle demande essentiellement quatre choses. Ça peut même être limité à 3 choses. La première chose, c'est quels sont les fichiers de texte. Donc là, c'est votre data loader. Quelle est votre architecture? Donc, c'est une architecture RNN, Recurrent Neural Network, avec du Long Short Term Memory ici. Et puis là, on va utiliser de la régularisation pour que le système apprenne mieux sur votre modèle de langue. Et là, on a notre métrique. Donc, notre métrique ici, on a une métrique de précision. Donc, il va vous donner une précision sur la valeur de la justesse de votre modèle ainsi entraîné. Et la perplexité, je vous le donne, c'est une mesure qui va prédire si votre modèle est bon ou pas. Okay. Donc, c'est beaucoup utilisé en NLP, Perplexity. Je n'ai pas trop regardé la formule derrière. Vous pouvez la regarder éventuellement. Et derrière, ce qui est très, très intéressant, c'est que pour aller plus vite au niveau de l'entraînement, au lieu de travailler sur des entiers à 32, des floats à 32, pardon, je vais travailler sur des 32 bits, je vais travailler sur des floats à 16 bits. Donc, FP, c'est fixed precision, okay, à 16. Okay. Donc, cette instruction-là que vous avez, vous voyez, là, j'appelle une architecture, qu'est-ce qu'elle va faire? Parce que je lui ai dit que je m'appuyais sur un modèle de langue, rappelez, quand j'ai construit mon data modèle, j'ai mis isLM égale true, elle va aller télécharger le fameux Wikipédia. Okay. Donc, en fait, on va récupérer tous les points qui ont été entraînés par, non pas par nous, mais par, je crois que c'était Google qui l'avait fait. Donc, on a en fait votre modèle, un modèle qui a été entraîné et que l'on récupère par le biais de cette instruction-là. Quand vous faites AWD-LSTM, on va aller chercher, et surtout parce que vous avez dit ceci, is true. Ok, il va aller chercher le modèle de langue qui a été déjà pré-entraîné. Donc, en fait, ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que ce modèle de langue que l'on va entraîner, il va récupérer les poids du modèle de langue pré-entraîné d'avant. Et donc, on va en fait ajuster uniquement la partie qui nous intéresse en termes de poids que l'on a chargé dans notre modèle. Okay. Donc là, tout ce qui est les revues de films que l'on a mis dans notre data loader, c'est eux que l'on va plus ajuster que ce qui a été fait auparavant. Okay. Donc, on va être plus agressive en termes de learning rate sur les revues de modèles de votre, les revues de films de votre data loader, de votre modèle, que ce qui a été fait auparavant. Okay. Donc là, on touche moins. Ici, on touche beaucoup plus. Okay. Alors, je reviens là-dessus. Et puis, donc, vous faites ceci. Donc là, on crée un learner. Et donc, en fait, on est toujours sur un modèle de langue. Hein. On n'est pas encore sur la classification de texte. On est là. Je reviens dessus. Excusez-moi si je suis un peu lourde, mais on est à ce niveau-là encore. Hein. Et donc, je reviens dessus. Et donc, en fait, rappelez-vous ce que c'est qu'un langage modèle, c'est prédire le prochain mot. I like to eat a hot dog. It is a hot day. Okay. Donc, c'est ce qu'on vous répète lourdement ici aussi. Alors, j'étais curieuse de connaître le modèle sous-jacent, hein, parce qu'on a un modèle ici. Et en fait, si vous faites learn.model, vous avez exactement la structure de votre modèle. Et en fait, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que finalement, de notre fichier de texte, on a 60 000, disons, 68 008 tokens. Et en fait,
on va aller sur une taille de 400, ok. Et puis donc là, eh ben, on va faire du drop-out. Et à un moment donné, vers la fin, on va reprendre toutes nos... Donc là, c'est en sortie, j'ai 400. Donc ça, c'est en entrée et en sortie. Et en entrée, j'ai 400. Et en sortie, je vais reprendre tout le vocabulaire de votre modèle IMDb. Okay, ce qui va vous permettre de connaître le prochain mot en sortie. Okay, donc, si jamais vous avez des problèmes, bon, on reviendra là-dessus. Si jamais vous avez des problèmes avec CUDA, souvent c'est que vous avez des choses qui sont erronées dans la structure de votre modèle. Okay, donc, j'ai eu ce genre de problème la semaine dernière. Bon, je reviendrai là dans 2 semaines, on fera un modèle de A à Z et je vous montrerai les petits problèmes que j'ai. Voilà, donc on a fait notre learner, là on est content, tout se passe bien et donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais lancer l'entraînement de un modèle de langage IMDb. Okay, donc, comme ça prend pas mal de temps, vous voyez, ça prend environ 30 minutes pour faire ceci, parce qu'on est sur 150 000, enfin le modèle est immense, on est sur 150 000 textes avec combien j'ai de tokens? J'ai 60 000 tokens à peu près. Voilà, donc en fait, je vais dire, je vais uniquement l'entraîner sur une époque et avec ce learning rate. Okay, donc le learning rate, vous avez une instruction qui est très sympa dans FastCI. Alors, je peux vous montrer ceci, je l'ai fait dans un autre. C'est ça. Vous avez une instruction qui s'appelle LRFind, learn.lrfind, et qui va vous donner un learning rate. Et donc, en fait, le système va évaluer votre jeu de données et va vous donner le learning rate le plus adéquat pour le faire. Donc, par exemple, ici, il ne faut surtout pas prendre ici parce que là, on remonte en toute vitesse. Il faut le prendre par là. Okay, donc, par exemple, vous pouvez avoir un learning rate à 1 INEC4. Alors, sur cette base, on n'en a pas eu besoin parce qu'on l'avait déjà, probablement que ça avait déjà été calculé. Mais sachez que ce n'est pas il suffit de le mettre. Hein, vous faites, avant de faire ça, vous faites learn. Je vais le mettre en français, en anglais. LRFind. Ok, et puis, comme je vous l'indiquais ici, okay, learn.lrfind, il va vous donner le learning rate à choisir. Donc là, si vous faites ça, vous allez arriver sur cette valeur-là qui est la plus adéquate. Okay, donc, ce n'est pas un numéro comme ça, au hasard. Ça a été produit par le LRFind. Voilà, donc là, comme c'est très long, on n'entraîne qu'une époque. Okay, donc, une époque, c'est un aller-retour sur vos données, votre jeu de données. Et donc, en fait, on voit qu'on a une précision à 30% à peu près et une perplexité du domaine, la justesse de votre domaine et de la modèle de langue est à 49,72. Okay, généralement, plus votre perplexité est basse, mieux c'est. Donc, si vous avez une perplexité à 29, par exemple, c'est déjà très bien. Mais vous allez voir que même avec cette perplexité qui est assez haute, on a quand même de bons résultats au final. Alors, ça a pris du temps pour faire pour entraîner ce modèle de langue sur IMDb. Donc, ce que je vais tout de suite faire, c'est sauvegarder mon modèle. Okay, donc, je sauvegarde mon modèle et quand vous faites ceci, je dis c'est une époque que j'ai fait. Et vous voyez, mon jeu de données, il était dans ce répertoire-là, Content IMDb. Et donc là, j'ai ce répertoire modèle. Et donc là, j'ai l'extension d'un modèle PyTorch, c'est PTH. Okay, donc, vous avez ce genre de choses.
Voilà, donc voilà, et puis donc maintenant je vais, donc j'ai sauvegardé ma première époque parce que ça a pris du temps hein, quand vous travaillez sur un modèle de langue, ça prend du temps. Donc maintenant, et c'est l'astuce qu'a faite donc là, vous voyez ce qu'on a fait, c'est un transfert learning. On est parti de ça. On a surajusté de ça par le modèle de langue de IMDb. Et donc, on a fait un transfert learning à ce niveau-là. Okay. Donc là, ce modèle que vous voyez là, il connaît aussi bien la structure Wikipédia que la structure de vos films, de vos revues de films. Ok, donc le but de transfer learning, c'est de finalement, au fur et à mesure, vous allez ouais, j'étais là. Donc, au fur et à mesure de votre entraînement sur ce modèle de langue, vous allez devoir faire ce qu'on appelle un unfreeze. Okay. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un unfreeze? Vous vous rappelez, en fait, mon modèle de langue, il est basé sur Wikipédia, le corpus magistral. Wikipédia, 1 milliard de tokens. Et puis, donc, je lui ai surajusté avec mon modèle de langue pour IMDb. Et en fait, ce que je veux faire, c'est dégeler les couches de mon modèle pour entraîner plus intensivement les couches qui sont plus pertinentes à mon modèle de langue IMDb. Okay. Donc là, vous allez et donc vous allez dire bah, je vais entraîner mon modèle sur 10 époques et avec ce learning rate de E, 2E next free. Okay. Donc on retrouve pareil le training loss, le validation loss et vos métriques, accuracy et perplexity, et vous avez le temps imparti. Donc là, vous voyez, ça va un peu plus vite, 12,55, 12,49, et j'ai dû prendre une GPU qui n'était pas trop, enfin, une VM Google qui n'était pas trop utilisée, donc on a ce genre de choses. Et finalement, au bout de 10 époques, je suis en accuracy, je suis à 34%. Okay, ce qui est pas mal, mais on pourrait faire mieux en continuant l'entraînement. Alors, ça a pris du temps. Donc, j'ai fini avec mon modèle de langue. Je suis toujours sur mon modèle de langue et finalement, j'ai une précision de 34%. Donc, ce que je vais faire, c'est que finalement, je vais sauvegarder mon modèle de langue. Mais ce qui m'intéresse au niveau de mon modèle de langue, c'est pas si vous regardez mon modèle, je vais vous montrer ce qui a été, ce qui m'intéresse dans le modèle, c'est pas cette partie-là. Le décodeur, je n'en veux pas. Je veux que l'encodeur, tout ce qui a été encodé. Okay. Donc, cette partie-là, je ne la veux pas. Et c'est ce qu'on indique ici. Je vais descendre un peu plus bas. Parce que je veux utiliser mon modèle de langue sur des tâches qui ne sont pas le prochain mot, mais plutôt sur des tâches type NLP, du style classification de texte, traduction par exemple, ce genre de choses. Okay. Donc je suis plus bas. Voilà. Donc on a entraîné notre modèle ici sur deux époques. Et, pardon, excusez-moi, j'ai été un peu trop vite. Voilà, j'étais là, ok. On a fait notre entraînement là de notre langage. Oh, je me suis égarée. Voilà.
Voilà. Donc, vous vous rappelez, on a fait ces 10 époques et au niveau de mon modèle de langue, et donc j'ai une précision à 34%. Okay. Donc, comme j'ai pas mal bossé, j'aimerais sauvegarder ce modèle de langue. Mais comme je vous l'ai dit, je ne veux pas sauvegarder la dernière couche, qui est finalement, est-ce que le prochain mot dans votre prédiction, je veux uniquement la partie encodage de ce modèle de langue. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais faire une instruction Learn Save Encoder et je vais dire, je vais donner un fine-tune comme nom de mon modèle. Et donc, quand vous faites ça, pareil, ça va vous donner un PTH, okay, une extension PTH. Donc, je vous donne une instruction comme ceci. Si vous voulez sauvegarder dans Google Drive, vous avez l'instruction ici. Et puis, à un moment donné, donc, je vais tester mon modèle de langue. Avant même de faire une classification de texte, je vous recommande de faire pareil. C'est tester votre modèle de langue pour voir si il a bien été entraîné finalement. Donc, je vais le tester de cette manière. Je vais prendre un morceau de texte. Je vais dire I like this movie because. Et je vais dire les prochains mots, c'est 40. Et puis, je veux qu'il me génère deux phrases. OK. Et donc, je vais lui dire de prédire, de faire learn predict par rapport à ce que j'ai entraîné de mon texte avec ces words. Et là, ce que vous voyez là, temperature, c'est une manière de randomiser la prédiction, en fait. Okay. Et donc là, je vais dire, tu vas générer donc deux phrases. Okay. Donc, je vous donne les instructions pour learn predict. Ça va vous permettre de voir le code derrière. Et donc là, si je regarde ce qui a été généré, ok. Donc, si je fais un print de mes prédictions, la preds, je retrouve I like. Vous voyez que le I, il n'est pas en majuscule, il est en minuscule. I like this movie because it begins with David Frieler and Chris Blinks. Donc, toute cette information-là que vous voyez là, ça a été généré par votre modèle de langue. Okay. Basé sur Wikipédia et 1 milliard de jetons, et basé sur le modèle IMDb, 150 000, un vocabulaire de 150 000. Voilà, et donc ça c'est la première phrase. Et la deuxième phrase, c'est I like this movie because it looks like a documentary to show young woman was. Alors on voit que parfois ça déraille un peu, vous voyez. Who has high hero variety life. Bon, je sais pas ce que. rich woman with euro currency, I guess. In a family is not really bla bla bla. Donc voilà. Donc ça c'est votre modèle de langue. Un premier test de texte. OK. Et on va voir dans 2 semaines, je vais vous faire un modèle de langue avec GPT-2. Et on va voir que GPT-2 ayant été super bien entraîné, vous aurez des résultats de génération de texte encore beaucoup plus performants que ce qui a été fait là. Mais malgré tout, c'est quand même pas mal pour une petite performance que l'on a eue. Voilà, donc maintenant on a fini avec notre modèle de langue, donc rappelez-vous, on a fini avec ça. Maintenant, je vais m'attaquer au classificateur de... Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, je vais créer un autre data loader qui s'appelle DLS class pour classification. Je reprends mon data block. Et donc, je vais dire, mon text block, il est de folder. Donc, il va savoir sur quel chemin il va récupérer mes fichiers. Okay. Donc, dans Content IMDb, il va savoir que c'est Content IMDb. Et là, vous voyez, c'est une instruction vocab. Et donc là, en fait, pour ma classification de texte, je vais me baser sur
language model de la base de données IMDb. Donc, ce que vous voyez là, vocab equal DLS LM vocab, c'est ce qu'on a testé ici et c'est ce que l'on a développé auparavant. Okay. Si vous regardez le learner, je remonte encore, vous voyez, DLS LM, et si je remonte encore, on a la construction de DLS LM, aussi un data block, aussi un text block. Okay. Et les folders, c'est cela. Okay. Alors, je reviens plus bas. Désolée pour ces allers-retours intempestifs, mais c'est important que vous compreniez la structure. Donc, on est ici dans la classification de texte et donc, je vais devoir connaître ma variable dépendante, Y. Et ma variable dépendante, vous vous rappelez, c'était mes classes. Et mes classes, je les obtiens de mes folders. Donc, est-ce que j'ai des revues négatives? Elles seront dans un folder neg. Est-ce que j'ai des revues positives? Elles seront dans un folder pos. Et donc là, je dis, pour la variable dépendante, tu vas reprendre les annotations de mes folders. Okay. Là, je vais récupérer mes items. Okay. Donc là, je vais dire, le text file, ça va être train et test. Ça, c'est mes données de revue de film avec des tags positifs ou négatifs. OK. Et là, je vais dire, je vais donc je vais segmenter mon jeu d'entraînement et mon jeu de validation par rapport à ces folders. Okay. Quand vous voyez Grand Parent Splitter, c'est par rapport aux folders train et test. Par contre, avec FastAI, quand on fait un data block, il s'attend à ce que vous avez donc deux jeux, un jeu d'entraînement et un jeu de validation. Il s'attend à ce que le jeu de validation s'appelle valide. Et or, nous, on l'appelait test. Okay. Donc, on va reprendre test ici. Okay. Donc là, vous avez donc un jeu d'entraînement qui est basé sur le folder train et vous avez un jeu de validation qui est basé sur le folder test. Okay. Et donc, on a une batch size de 128 et une sequence length de 72. Okay. Et quand je montre le show batch, vous voyez qu'on est bien dans de la classification ici parce qu'en fait, attendez, j'ai un petit... Parce qu'en fait, vous voyez, déjà, quand vous voyez catégorie bloc, ici pour FastAI, ça signifie que vous êtes sur la classification. Catégorie bloc, c'est de la classification. Okay. Donc ici, en l'occurrence, c'est une classification binaire. Donc, j'ai ma revue de film qui a été tokenisée, comme vous pouvez le voir. Quand vous faites un show batch, en fait, show batch va vous dénuméricaliser vos tokens pour que vous puissiez les voir mieux. Mais sachez que derrière, c'est des chiffres, tout ça. Mais ça a été dénuméricalisé. Donc là, je demande 3 échantillons. Donc là, j'ai mon première revue de film avec une revue positive, une autre revue de film positive et une autre revue de film négative. Donc là, on peut voir que, bon, apparemment, ce film n'est pas terrible. This movie est... This review contains plot spoiler, etc. etc. Donc, c'est une revue qui n'est pas négative. Alors, ce qui est intéressant à noter au niveau du data block, vous voyez ici, je dis pas, je n'ai pas une référence à est-ce que c'est un langage modèle, est-ce que je me base sur un langage modèle. Par défaut, la valeur par défaut, c'est faux parce qu'en fait, il va... quand vous utilisez cette méthode, donc TextBlock, c'est ma classe, Prompt Folder, c'est ma méthode. Et normalement, vous avez une méthode que l'on a pour le modèle de langue, on l'a positionné à trop parce qu'on s'est dit on se base sur un modèle de langue déjà pré-entraîné. Et là, pour la classification, je n'ai pas besoin de faire ça puisque je vais utiliser le modèle de langue que j'ai indiqué ici. OK. Donc, je n'ai plus à faire ce genre d'informations.
Alors, ici, ce que l'on vous explique, c'est que quand vous allez numéricaliser, vous pouvez avoir ici des, des longueurs de tokens qui sont grandes, qui sont assez grandes. Par exemple, ici, j'ai une longueur de token qui est à 492, ok? Alors qu'ici, j'ai une longueur de token à 302. Et donc, je vais le faire simple parce que je trouve qu'il explique de façon assez alambiquée dans le texte ici. En fait, rappelez-vous, quand vous faites un data loader, ce qui est notre cas, on est en train de faire un data loader, là. Quand vous faites un data loader, mais ça, ce qui est sympa, c'est que Fastea, il le fait pour vous, donc vous n'avez pas trop à vous en préoccuper. Par contre, si vous allez utiliser des transformers, etc., vous risquez d'avoir des petits soucis que je vous indiquerai lorsqu'on fera les transformers. Ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, rappelez-vous, on utilise la GPU. Quand on passe par un data loader, on va utiliser la GPU. Et donc, au niveau de la GPU, on s'attend à des séquences continues, ok, et de même taille. Et donc, en fait, parfois, vous aurez des séquences qui ne vont pas être de même taille. Et ce que l'on va faire, c'est que l'on va utiliser une procédure qui s'appelle padding et qui va, qui va mettre un espace dans vos séquences que vous allez charger au niveau du data loader pour qu'elles soient toutes de même taille. Donc, si vous avez une séquence qui est plus petite, on va prendre la séquence la plus grande et on va mettre un padding sur les séquences les plus petites. Alors, je m'explique. Je m'explique. On a presque fini. Vous voyez, vous avez 492 là. Donc là, c'est votre séquence la plus grande. Et si vous avez une séquence à 302, et que cette séquence, elle fait partie de votre lot là, et bien on va faire un padding pour qu'on arrive à 492, pour avoir la même taille continue. Et donc, c'est ce que moi, je vous explique ici. Padding. Donc, on va en fait encoder votre séquence en batch continu et pour que toutes les séquences dans un batch soient de même taille standard. Okay. Et donc, pour cela, on utilise padding. C'est beaucoup utilisé en traitement de texte, donc en NLP. Les transformers, on les utilise aussi. Hein, tout ce qui est BERT, GPT-2, Roberta, ils utilisent aussi ce genre de formule de padding. Alors, on va créer notre learner. Donc là, je reprends le data block de mon classifier pour aller chercher mes revues de films, positives et négatives, rappelez-vous. On va à notre architecture et WDLSTM. On va donc faire un peu de régularisation. Et puis, on va surtout l'entraîner rapidement avec cette formule 2FP, Fixed Precision 16. Par défaut, quand vous faites un forward pass et un backward pass, dans un réseau neuronal, vous avez deux passes, une passe en avant et une passe en arrière. Par défaut, c'est calculé sur 32 bits et là, on dit, non, tu vas les calculer sur 16 bits. Okay. Donc, je vous ai donné un petit schéma ici. Je pense que je vais parfois un peu trop dans le détail, mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, quand on dit 16 bits, en fait, il ne va pas faire tout en 16 bits. Le forward pass, il va le faire en 16 bits. Vous voyez, les flèches bleues, les flèches vertes, c'est du 16 bits. Et puis ensuite, il va le faire en 32 bits. Okay. Donc, le forward pass, c'est là où ça prend le plus de temps. Le forward pass et le backward pass, c'est là où ça prend le plus de temps. Et c'est là où on va utiliser du 16 bits. Donc là, j'ai fait mon learner. Et par contre, maintenant, il faut que je lui charge, pour mon learner, il faut que je charge la partie que j'ai entraînée, l'encodeur. Vous vous rappelez, l'encodeur, c'était uniquement mon modèle de langage IMDB sans la dernière partie. Okay. Donc uniquement la partie encodage. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire fit one cycle avec un learning rate.
Et donc là, ben, ouais, j'ai plus la perplexité, parce que la perplexité, c'est par rapport à un modèle de langage. Donc là, j'ai qu'une métrique, c'est la accuracy. Et vous voyez que déjà, avec simplement une époque, je suis déjà à une très bonne précision. Pourquoi? Parce que j'ai fait ce transfert learning entre Wikipédia et le langage de modèle IMDb. Voilà, et donc l'astuce au niveau du transfert learning, c'est qu'en fait, vous allez devoir faire ce qu'on appelle un gradual unfreezing. Donc, je vais faire un freeze de -2. Donc, avec les réseaux neuronaux, on travaille sur des groupes de couches. OK. Donc, on va faire -2. On va prendre les deux avant-derniers groupes de couches et on va appliquer un learning rate différentiel. Donc là, vous voyez, au début, je vais prendre cette formule. Donc, je vais prendre cette formule-là, c'est mon learning rate. Donc, 1 in egg 2 divisé par 2,6 au puissance 4. Ça va vous donner cette valeur-là. Donc, vous voyez qu'au tout début, quand je fais -2, je vais être prudente au niveau de mon learning rate. Je ne veux pas trop modifier ce qui a été déjà livré par le réseau préentraîné. Et je vais ensuite, donc là, c'est le start et le stop. Okay, donc, le start, je suis à cette valeur. Et le stop, au niveau de ma slice, c'est cette valeur. Okay, donc là, c'est beaucoup moins et un petit peu plus ici. Et puis, je vais passer à la troisième layer group, donc -3. Là, et puis, donc là, eh ben, je vais refaire un fit one cycle. Là, je prends une époque et pareil, là, j'augmente mon learning rate. OK, pour un toucher de moins en moins. Et finalement, je fais un unfreeze. OK, donc un unfreeze, je prends tout. Je fais deux époques. Et donc, je prends ce learning rate et ça vous donne ceci. Alors, j'aurais pu faire un unfreeze directement, mais il est recommandé de faire des unfreeze pas à pas quand vous faites du transfert learning sur du texte en NLP. C'est ce qu'on vient de faire. Alors maintenant, je vais pouvoir tester cette fois-ci ma classification de texte. Donc, je vais faire un learn predict, cette fois-ci sur ma classification de texte. Hein, et donc là, j'ai dit, I really love that movie, it was awesome. Et donc, en fait, il va me dire que ce texte-là, c'est du positif. Okay, c'est un sentiment positif avec les tenseurs que vous avez là. Et alors, ce que vous pouvez faire également en évaluation, c'est ce qu'on appelle une matrice de classification. Donc ça, une matrice de confusion. Et ça, je l'ai détaillé lors de la classification d'images, la première leçon. Donc, en fait, à quoi ressemble une matrice de confusion? Vous avez vos classes, négatives et positives. Donc là, c'est les classes réellement annotées sur votre revue de film. Donc là, c'est les classes actuellement annotées. Et là, c'est ce que le système a prédit. Et donc, on peut voir qu'au niveau des revues négatives, le système a prédit correctement 11 305